Salut à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble quels sont les 10 meilleurs business à lancer en 2025 en tant que débutant. Et on va voir pour chacun d'entre eux leurs avantages et leurs inconvénients. Je vais également vous donner des exemples pour que vous puissiez vous projeter de manière plus concrète dans chacun de ces business-là. Et avant de continuer cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter et à rejoindre mon canal Telegram 100% gratuit qui se trouve dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. C'est un canal qui est dédié au e-commerce et au dropshipping et vous retrouverez énormément de valeur dedans. Donc rejoignez-le. On continue tout de suite la vidéo. Ok, donc l'un des meilleurs business à lancer en 2025, c'est sans contestation la création de contenu. Donc, c'est tout simplement le fait de devenir un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ça peut être sur YouTube, par exemple, via une chaîne YouTube. Ça peut être en vous créant un compte TikTok ou en vous créant un compte Instagram. Et donc, l'objectif, ça va être de créer des vidéos. Alors, en ce moment, le format court est vraiment tendance. Donc, c'est vraiment un format qui est super bien pour la viralité et donc pour vraiment exploser votre nombre d'abonnés. Alors après, l'audience ne va pas forcément être qualifiée, mais au moins en termes d'awareness, comme on dit, donc de portée, de connaissance, de montrer au monde que vous êtes là, c'est vraiment idéal. Et donc voilà, donc en termes d'avantages, la création de contenu, ce qui est vraiment génial, c'est que ça demande vraiment un faible investissement de départ. Vous avez uniquement besoin d'un micro d'un minimum de qualité, mais ça, vous en trouvez vraiment à pas cher. Après, c'est en fonction de votre budget. Vous avez des micros qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais en tout cas, pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir un micro qui soit incroyable. Également, au niveau de la caméra, vous avez juste besoin d'avoir un smartphone qui soit assez récent. Et avec ça, vous avez largement de quoi faire pour commencer. Vous n'avez pas du tout besoin d'un caméscope dernier cri. Avec un smartphone là, récent, vous pouvez largement commencer à tourner vos vidéos. Et également, l'autre avantage qui est vraiment incroyable dans la création de contenu, c'est que une fois que vous réussissez à monter votre audience, eh bien, vous pouvez la monétiser de plein de façons différentes, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Mais donc ça, c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, en tant que créateur de contenu, vous avez vraiment deux gros sujets à traiter. C'est d'une part faire croître votre audience et d'un autre côté, monétiser votre audience. Et donc, en fait, vous avez plein de moyens à la fois de faire croître votre audience. Il y a plein de stratégies différentes. Et à la fois de monétiser votre audience, il y a plein de stratégies différentes également. Mais en tout cas, une fois que vous avez l'audience, vous pouvez lui proposer plein de produits ou services différents, comme on va le voir dans cette vidéo. L'objectif, bien évidemment, c'est pas de faire l'influ voleur de Dubaï en proposant n'importe quoi à son audience, parce que là, c'est le meilleur moyen de tout détruire. L'idée, c'est de proposer la meilleure qualité possible en termes de produits ou de services à votre audience pour leur délivrer un maximum de valeur possible. Et donc, quand vous faites ça, eh bien, vous ne serez plus jamais pauvre. Si vous réussissez à développer une audience et que vous arrivez à la satisfaire sur le long terme, croyez-moi, vous allez connaître beaucoup de succès. Au niveau des inconvénients de la création de contenu, c'est vraiment très chronophage. C'est-à-dire que par exemple, je vais vous prendre l'exemple d'une vidéo YouTube. Il vous faut trouver le sujet de la vidéo. Donc il faut que vous fassiez une recherche sur qu'est-ce que les gens recherchent sur votre niche, sur les tendances de votre niche en termes de vidéos qui sont demandées par les gens, par exemple. Il faut que vous fassiez le script de la vidéo. Donc ça prend du temps également. Au niveau du tournage, le tournage, ça prend beaucoup de temps, surtout dans le cas où vous devez répéter parce que vous avez eu un problème de diction ou autre anomalie de tournage et qui sont assez courantes finalement lors d'un tournage et c'est normal. Ensuite, vous avez le montage. Ensuite, vous avez la publication de la vidéo qui prend du temps également. Et ensuite, vous devez répondre à toutes les requêtes de vos abonnés qui vous contactent soit dans les commentaires de la vidéo ou soit en message privé.
Donc heureusement, il y a une bonne partie de tout ce process-là qui est délégable, que vous pouvez déléguer. Donc ça, c'est vraiment top. Mais voilà, il restera toujours une petite partie que vous ne pourrez jamais déléguer, c'est à minima la partie tournage, où ça devra toujours être vous qui devra apparaître devant la caméra. Et donc on en vient au point 2, c'est que en fait, dans la création de contenu, il y a un vrai besoin de se montrer, c'est-à-dire que vous allez devoir être public en fait. Moi, c'est vrai que j'ai choisi d'être masqué, mais je suis un peu un ovni, on va dire. Normalement, enfin, si vous regardez sur le marché des créateurs de contenu, il y en a 80% qui, enfin beaucoup plus même, 95-99% qui montrent leur visage, qui montrent même leur vrai nom, qui utilisent leur vrai nom. Et donc, voilà, vous allez être public, vous allez être un personnage public, entre guillemets. Et donc ça, il faut être prêt à le faire, il faut être à l'aise devant la caméra, à l'aise avec un micro. Et donc ça, c'est pas tout le monde qui souhaite sortir de l'anonymat d'une part, et ensuite, en fait, tout simplement apparaître devant la caméra de façon publique. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Et donc c'est également bien pour ceux qui le font parce que ça crée une sorte de barrière à l'entrée naturelle, on va dire. Et dernier point, et ça qui n'est pas du tout à négliger, c'est que dans la création de contenu, c'est un business qui est, uniquement, si on parle uniquement de la création de contenu, c'est un business qui est très difficilement revendable parce qu'en fait, la création de contenu est très liée au personal branding, c'est-à-dire que un potentiel acquéreur, si demain il souhaite racheter votre chaîne YouTube, mais que vous ne participez plus à la chaîne YouTube en tant que créateur, en fait, ça va flop parce que vos abonnés, ils vont vouloir que vous apparaissiez en tant que créateur sur la chaîne. Mais du coup, si vous avez revendu la chaîne, vous n'allez plus apparaître. Et donc, finalement, la demande du marché que vous apparaissiez ne va pas matcher avec l'offre de l'acquéreur qui va racheter votre chaîne, mais qui va plus vous avoir. Et donc, finalement, en fait, l'acquéreur, il va pas racheter votre chaîne parce que justement, il va se dire, en fait, si je rachète la chaîne, mais que le créateur à qui je la rachète n'est plus là alors que c'est sa chaîne et que les gens sont là pour lui, et en fait, il va se dire, en fait, je vais perdre de l'argent parce qu'en fait, je vais pas faire les vues escomptées pour avoir un bon retour sur investissement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, quand vous vous lancez dans la création de contenu, que ce soit vraiment un projet long terme et que ce soit vraiment un kiff de faire les vidéos et non pas, que ce soit pas une corvée, mais que ce soit vraiment que vous appréciez vraiment le process en fait. Et moi, je peux vous dire que j'apprécie énormément le fait de faire des vidéos, de vous partager énormément de valeur. Et donc, j'ai mes objectifs long terme sur la création de contenu, je sais pourquoi je le fais. Et après, bien évidemment, on n'est pas bénévole, donc voilà. On passe tout de suite au prochain point. Donc, un des business qui peut être en lien avec la création de contenu, qui se greffe très clairement, c'est le business des formations en ligne. Donc, l'énorme avantage de ce business-là, c'est que c'est un business ultra scalable. Donc, les formations en ligne, en fait, une fois que vous avez fait votre formation, eh bien, elle est faite et vous avez juste à la vendre. Donc, juste, c'est un grand mot, hein. C'est très compliqué de vendre des formations. Mais en tout cas, une fois que la formation est construite, c'est pas. En fait, à chaque nouveau client, vous n'avez pas de nouvelles productions à faire. Et donc, ça, c'est un énorme avantage. Et également, les marges sont élevées, c'est-à-dire que vous allez avoir des coûts au départ de logiciels, notamment pour héberger la formation, de site internet, par exemple, pour héberger votre site internet qui va héberger votre logiciel d'hébergement de formation, etc. Vous allez avoir des coûts, notamment en lien avec la création de contenu potentiellement. Vous allez avoir quelques petits coûts par-ci par-là, mais par rapport à la valeur de vente de la formation, en fait, vous avez un écart qui est important et vous allez avoir des marges qui sont très élevées. Donc ça reste un business très juteux, très intéressant. Vous allez également, et donc ça c'est un des avantages de la vente de formation, c'est que le but d'une formation en ligne, c'est quand même d'apporter énormément de valeur à votre communauté. Et donc ça c'est vraiment top. Donc ça c'est vraiment un des avantages de la formation, c'est que vous allez aider finalement un groupe de personnes, c'est-à-dire les clients de votre formation,
à justement atteindre un objectif que vous allez leur transmettre. Et donc ça, c'est super bien parce que finalement, in fine, l'objectif, en fait, c'est de participer à changer des vies. Et donc ça peut être sur plusieurs sujets, hein. Donc les sujets les plus communs dans la vente de formation, c'est le fait d'améliorer ses finances personnelles, donc de lancer un business, d'investir, etc. Ça peut être sur le fait de trouver l'amour, donc savoir séduire, savoir améliorer son intelligence sociale, etc. Ou ça peut être par exemple sur le sport, donc comment perdre du poids, comment gagner des muscles, etc. Donc voilà, ça c'est des grandes lignes. Après, vous avez plein d'autres sujets sur lesquels vous pouvez vendre des formations. Mais voilà, c'est en faisant ça et si vos clients ils appliquent les bons conseils que vous allez leur donner, bah, en fait vous allez changer des vies et ça fait partie des avantages de ce business-là. Les inconvénients, c'est que vous avez besoin d'avoir une expertise à transmettre. Et donc ça, l'expertise, vous n'allez pas à la construire du jour au lendemain. Ça va vous demander un peu de temps pour l'acquérir. Et également, ça va vous demander du temps pour construire votre formation, parce que tourner des vidéos pour une formation en ligne, ça prend du temps. Partager de la qualité, de la valeur, ça prend du temps également, parce que du coup, en fonction des domaines, vous allez devoir construire vos vidéos, etc. En fait, ça revient à faire une vidéo YouTube, comme je vous l'ai expliqué précédemment, mais de manière encore plus limite qualitative, parce que là, vous allez avoir des clients qui vont payer pour accéder à cette formation-là. Donc, il faut vraiment que ce soit impeccable. Donc, ça va vous prendre beaucoup de temps à construire. Et également, ça va vous prendre du temps à promouvoir et à gérer tout ça. C'est-à-dire que une fois que vos clients ont acheté la formation, peut-être que vous allez leur offrir un accès à une communauté privée, par exemple, sur Discord ou autre. Et donc là, cette communauté-là, il va falloir la gérer. Vous allez avoir des requêtes sur du service client, vous allez avoir les mises à jour de la formation à faire, etc. Donc tout ça, ça va prendre du temps. Et donc voilà, ça, c'est les inconvénients de ça. Pour l'investissement de départ, j'estime ça à 500 euros. Donc ça inclut vraiment tous les logiciels qui vont vous permettre d'héberger votre formation, de faire les pages de vente, donc les tunnels de vente, etc. Et au niveau du potentiel financier sur la première année, j'estime ça entre 10 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc ça va dépendre de la taille de l'audience que vous avez et que vous allez réussir à monter en un an. Mais en tout cas, c'est largement possible d'atteindre ces chiffres-là en faisant une formation de qualité que vous allez promouvoir également de la bonne façon. Donc pour commencer, je note cette difficulté, enfin la difficulté de ce business-là à 6 sur 10. Voilà, c'est pas simple et c'est pas super compliqué non plus. C'est vraiment, on est dans l'entre-deux. Et voilà, il vous faut une expertise, il vous faut du temps. Et il faut, voilà, mais une fois que vous avez ça, vous pouvez vous lancer là-dedans. On passe à la suite. Alors sur la suite, vous avez le coaching. Donc le coaching, donc, il peut être individuel ou de groupe. Les avantages de ce business-là, c'est que vous avez une forte interaction humaine. Si vous aimez échanger avec d'autres humains, c'est marrant de le dire comme ça, mais c'est la réalité. C'est un business qui peut vraiment être idéal pour vous. Vous avez également une satisfaction personnelle d'aider. Donc là, ça revient comme aux formations en ligne où vous allez changer des vies. Là, c'est exactement la même chose. Sauf que là, limite, ça va être encore plus personnel parce que vous allez vraiment avoir une relation frontale en one-to-one ou en one-to-many, mais avec un petit groupe. Donc ça reste encore très personnel. Voilà, ça va être très intime, on va dire. Et donc, voilà, il y aura vraiment cette satisfaction personnelle-là d'aider à changer des vies et de façon intime. Donc, c'est vraiment un des avantages du coaching. Vous avez peu de frais fixes, c'est-à-dire qu'en gros, la majorité des frais que vous allez avoir sur un business de coaching, ça va être des frais variables. Et donc, si vous ne faites pas de rentrée d'argent, en fait, vous n'allez pas avoir beaucoup de frais. Et si vous faites beaucoup de rentrée d'argent, vous allez avoir beaucoup de frais. Parce que en fait, vous allez scaler en fait, votre système. Donc, voilà. Au niveau des inconvénients, donc c'est comme la formation, il y a besoin d'avoir une expertise. Donc ça, encore une fois, vous demandez du temps de l'acquérir. Au niveau de la scalabilité, je trouve que le business du coaching n'est pas vraiment super bien scalable parce que vous allez échanger du temps contre de l'argent, que ce soit vous ou l'équipe que vous allez mettre en place dans votre système. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'humains dans toute cette histoire.
beaucoup d'humains à gérer en termes voilà, de compétences, en termes de management. Voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'humains et l'humain, c'est la chose la plus compliquée à gérer dans un business. Et également, dernier point qui n'est pas négligeable, c'est que vous allez avoir besoin de créer du contenu pour vous faire connaître, pour faire connaître votre offre de coaching et pour vous vendre, in fine. Donc ça, c'est pareil, ça va vous demander du temps. On revient au point précédent de création de contenu et voilà. Mais en tout cas, le coaching, c'est une des meilleures manières de monétiser votre création de contenu. Après, ça dépend dans quel sens vous commencez. Si vous commencez à être coach, il va falloir que vous créiez, je sais même plus comment on dit, mais il va falloir que vous commenciez à créer du contenu pour vous faire connaître. Et dans le cas où vous êtes créateur de contenu et que vous souhaitez monétiser votre audience, vous pouvez faire du coaching. C'est un très bon moyen de monétiser votre audience. Donc, au niveau du coaching, on a tous des exemples en tête, hein. Ça peut être un coach sportif, un coach fitness, un coach business, donc quelqu'un qui va vous aider dans votre business, que ce soit dans l'organisation, dans la productivité, voilà, dans plein de trucs comme ça. L'amour, encore une fois, trouver l'amour, trouver un partenaire, trouver une partenaire. Dans le développement personnel, voilà, ça peut être comment mieux manger. Voilà, vous avez plein de choses sur lesquelles vous pouvez être coaché. Pour vous dire, il y a même des coachs en rangement, par exemple, qui existent. Donc, c'est des coachs qui vont vous aider à mieux ranger votre maison. Voilà, donc vous avez vraiment des coachs dans tous les domaines. Et voilà, donc ça peut être un très bon moyen de lancer un business. Au niveau de la difficulté pour commencer, moi, je la note à 5 sur 10. Encore une fois, c'est ni super compliqué à lancer et c'est ni super simple. C'est vraiment middle. Là, on est sur du middle. Au niveau de l'investissement de départ, on est sur du 300 euros. Là, encore une fois, on va être sur un budget assez limité. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre un minimum de budget dans la création de contenu, un minimum de budget dans quelques logiciels par-ci par-là pour commencer à mettre en avant votre offre de coaching. Mais sinon, mis à part ça, en fait, ça va être uniquement de la vente d'expertise et la vente de votre temps. Donc, finalement, ça ne va pas vous demander beaucoup d'investissement financier. Au niveau du retour sur investissement, la première année, moi j'estime ça entre 10 000 euros et 100 000 euros. Tout ça, ça va dépendre de votre capacité à mettre en avant votre offre et également quelle est votre offre également, et également vous, quelle est votre expertise. Est-ce que vous avez du réseau déjà de base sur lequel vous pouvez vous appuyer, ou est-ce que vous démarrez de zéro et donc là tout est à faire. Et donc en fonction de ça, c'est pour ça que la fourchette est large. Mais voilà, le coaching, ça reste un très bon moyen également de monétiser votre audience, ou de commencer directement en coach sans audience. Voilà, un des meilleurs business à lancer en 2025 à coup sûr. Passons au suivant. Alors, un autre business dont je voulais vous parler, qui est très connu et peut-être que vous connaissez, donc c'est l'affiliation. Donc l'affiliation, en fait, c'est tout simplement tous les liens que vous voyez, par exemple, dans la description YouTube. Alors, c'est pas tous des liens affiliés, mais dans la plupart des descriptions YouTube, vous allez retrouver des liens affiliés. Pareillement sur beaucoup de blogs sur Internet, vous allez retrouver des blogs qui sont où quasiment tous les articles vont comporter des liens affiliés. Donc typiquement, quand vous allez rentrer une recherche sur Google, comment cuisiner la pastèque, j'en sais rien, ou les ananas, vous allez rentrer ce mot-clé-là, vous allez tomber sur des articles de blog et qui vont vous rediriger vers un site qui va vous vendre des articles de cuisine. Et donc en fait, cette redirection-là va être affiliée. Et donc en gros, le propriétaire du blog va prendre une commission sur la vente des produits qu'on va vous vendre sur ce site-là. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour vous captiez le système. Également, moi d'ailleurs, dans la description de cette vidéo YouTube, j'ai un lien affilié Shopify sur lequel d'ailleurs vous pouvez cliquer si vous souhaitez créer une boutique Shopify. Et donc, si vous créez une boutique Shopify et que vous avez un abonnement par la suite que vous payez, moi je vais prendre une commission sur le fait que vous soyez inscrit sur Shopify grâce à moi. Voilà, ça c'est un des business. Et donc après, moi je mets un lien affilié Shopify parce que je considère que Shopify, c'est clairement, sans hésitation, le meilleur logiciel pour lancer une boutique e-commerce en 2025. Et même dans les 5 prochaines années, je suis sûr.
Donc, clairement, moi, ça me fait plaisir de vous partager ça parce que moi, j'ai des boutiques Shopify. J'ai utilisé Shopify depuis de nombreuses années. J'utilise Shopify. Donc, je connais le produit, je connais parfaitement le produit. D'ailleurs, je vais bientôt vous sortir une vidéo dessus de manière plus complète là, dans les prochaines semaines. Donc, voilà. Ça, ça me fait plaisir de mettre ça en avant. Et donc, généralement, en fait, les liens affiliés, c'est des gens qui utilisent déjà les produits et qui vont vous les pousser. Et donc, voilà. En fait, ils poussent les produits qu'ils utilisent déjà, c'est juste qu'ils prennent une commission dessus. Au niveau des avantages de ce business-là, c'est que ce business-là, il est ultra passif s'il est bien mis en place. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez mis vos liens aux bons endroits, bah, en fait, tout est passif. C'est-à-dire qu'en gros, bah, les gens qui vont voir vos liens, ils vont juste cliquer dessus. Donc que ce soit vos abonnés ou que ce soit même des inconnus, ils vont cliquer dessus et s'ils font les actions sur les logiciels ou les sites vers lesquels vous redirigez, en fait, bah, vous allez prendre votre commission et tout ça de manière automatique. Donc ça, c'est génial. Également, les autres points positifs, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits. En fait, quand vous faites de l'affiliation, vous êtes en train de promouvoir les produits de quelqu'un d'autre. Donc, ce qui est énorme, c'est que vous n'avez pas besoin de gérer ce produit-là. Vous avez juste besoin de gérer la mise en avant de ce produit-là. Également, vous n'avez pas besoin de gérer les clients. Donc, vous n'avez pas besoin de gérer le service client. Donc, c'est pas moi qui vais gérer le service client Shopify. Si vous avez un problème avec Shopify, ils ont un service client qui est dédié à ça. Et qui est hyper réactif. Donc voilà, vous prenez juste votre commission et après tout est géré derrière, le produit, le service client et c'est automatique. Donc ça c'est vraiment pour les aspects positifs. L'aspect négatif, c'est que vous allez avoir besoin d'avoir une grosse audience pour que ce soit réellement un business intéressant. C'est-à-dire que en fait, il vous faut une grosse audience pour que vous ayez suffisamment de clics pour que l'affiliation soit un complément de revenu, voire que vous puissiez en vivre. Alors, je connais des gens qui vivent de l'affiliation, ça existe, mais ils ont une grosse audience, ils ont plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui les suivent, et donc en fait, ils gagnent énormément d'argent. Euh, donc cette affiliation-là, elle peut être faite, voilà. Donc au niveau des exemples, on a Shopify dont je vous ai parlé, Amazon très connu aussi, donc c'est vraiment des gens qui vont vous rediriger vers Amazon et ils vont prendre leur commission sur des liens sur lesquels vous avez cliqué. Vous avez également tout ce qui est affiliation vers des brokers, donc ça c'est plus dans la finance, mais par exemple vous allez avoir des créateurs de contenu en finance qui vont vous rediriger vers des brokers pour que vous puissiez investir en bourse ou en crypto-monnaie ou etc. Autre exemple un peu folklorique, mais vous allez avoir par exemple un créateur de contenu comme Andrew Tate qui lui va proposer aux membres de sa formation de faire de l'affiliation sur sa formation directement. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue entre guillemets. Et donc il propose par exemple, alors il faisait ça à l'époque, je ne sais plus s'il fait toujours maintenant, mais il proposait 50% de commission sur chaque formation vendue par ses affiliés. Et donc voilà, donc ça c'est l'exemple d'affiliation sur un produit digital par exemple. Et vous avez également de l'affiliation sur les SaaS, donc Shopify est un SaaS par exemple. Mais je sais qu'il y a d'autres logiciels comme je crois Canva par exemple, que moi personnellement j'utilise beaucoup. Je sais qu'ils ont un programme d'affiliation il me semble. Voilà, vous avez beaucoup de SaaS en fait qui proposent de l'affiliation pour que en fait, les créateurs qui ont des audiences puissent mettre en avant leur lien affilié. Plus récemment, vous avez également des banques qui se sont mises dans ce système-là, comme Boursorama, il me semble. Peut-être qu'il y a moyen que vous ayez entendu parler de ça, ça a fait du buzz. Donc voilà, c'est au niveau de la difficulté pour commencer, j'ai mis à 4 sur 10 parce qu'il y a juste à mettre les liens au bon endroit. Le plus dur, c'est de créer l'endroit. Voilà, donc créer l'audience. Et l'investissement de départ, il est de 0 € parce que voilà, créer un lien affilié, ça coûte 0. Et au niveau du potentiel financier, la première année, ça va être entre 5 000 et 25 000 € en fonction de l'audience que vous allez monter au préalable. Voilà. On passe à la suite. Ok, donc là, on a un nouveau métier, enfin une nouvelle classe qui est hyper intéressante à lancer en 2025, c'est tout simplement être freelance dans le digital. Donc les avantages, c'est que c'est hyper facile à démarrer et que vous avez la possibilité d'avoir de gros revenus rapidement. En fait,
les inconvénients de ça, c'est vraiment que vous allez avoir besoin d'être expert sur une compétence demandée, comme les exemples que je cite ci-dessous, donc en copywriting, en ghostwriting, en design, en community management, en montage vidéo, en media making ou en développement web et mobile par exemple. Donc vous allez avoir vraiment besoin d'une expertise sur une compétence demandée, sauf si vous faites du drop service. Mais ça, je ne vous recommande pas de déléguer un service que vous ne savez pas faire, parce que ça risque de mal se passer. Voilà, et donc après, l'autre problème également de ce business-là, c'est que c'est non scalable, c'est-à-dire qu'en étant freelance, vous allez tout simplement échanger votre temps contre de l'argent, donc vous allez être capé en fait sur les revenus que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir un taux journalier moyen, comme on appelle ça dans le freelancing. Et en fait, vous avez des TJM de marché et sur lesquels il va être difficile pour vous d'aller plus haut. Tout simplement parce que en fait, votre prospect va vous dire, bah voilà, le marché, moi je vois ces prix-là sur le marché et donc ça va être compliqué d'aller plus haut. Au niveau de la difficulté pour commencer, je la mets à 3 sur 10 parce qu'en vrai, alors, je ne parle pas de tous les métiers, hein. Il y a des métiers comme développeur où ça prend beaucoup plus de temps de se former. Mais par exemple, des métiers comme le montage vidéo ou le ghostwriting, par exemple sur LinkedIn. Je sais que je connais personnellement des ghostwriters sur LinkedIn qui gagnent très bien leur vie et qui ont gagné très bien leur vie via ce système-là. C'est des compétences, même le community management, c'est des compétences qui s'apprennent très rapidement. Vous pouvez les apprendre sur YouTube, vous avez plein de vidéos dessus. Et donc à partir de là, dès que vous avez ces compétences-là, vous pouvez aller les offrir sur le marché. Donc c'est pour ça que pour commencer, pour moi c'est pour ça que je le mets dans les avantages, c'est un moyen hyper simple de démarrer le business. Et en plus de ça, voilà, vous pouvez avoir des revenus, des gros revenus rapidement si vous trouvez un bon marché, que vous proposez la bonne compétence aux bonnes personnes. Voilà. Et également, si vous couplez le fait de créer du contenu avec le fait d'être freelance, on en revient toujours à la création de contenu, mais ça a une énorme valeur encore une fois. Et ben en fait, vous allez décupler en fait vos opportunités en fait, parce que typiquement un freelance standard, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur des plateformes de freelancing qu'on connaît tous, comme Malt, Upwork, ComeUp. Et finalement, il va se noyer dans la masse de Fiverr aussi, que j'ai oublié de citer. Mais il va se noyer dans la masse de ces plateformes-là. Alors que si vous créez du contenu sur votre expertise, sur votre compétence, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur LinkedIn, ou que ce soit sur un autre réseau social, en fait, les gens, donc ça va être de l'inbound. Et donc les gens, ils vont venir d'eux-mêmes en fait, et donc ça va être beaucoup plus simple pour vous finalement de décrocher des contrats. Au niveau de l'investissement de départ, je le mets à 0 € parce que finalement apprendre une compétence sur YouTube, ça coûte 0 €. Après, ça va vous demander du temps pour trouver les bons créateurs, trouver les bons contenus, etc. pour développer les bonnes compétences. Ça va vous demander potentiellement un peu de structure, mais en tout cas ça coûte 0 €. Et après, pour publier du contenu sur votre offre et pour créer du contenu, c'est pareil, voilà, c'est très, très limité. Donc j'ai mis 0 €. Au niveau du potentiel financier sur une première année, vous pouvez viser entre 10 000 € et 60 000 € de chiffre d'affaires. Franchement, c'est largement atteignable. Après, ça va dépendre des niches dans lesquelles vous êtes. 60 000 €, ça va être plus sur des niches à très forte valeur ajoutée, comme le développement par exemple. Et 10 000 €, ça va être sur des niches un peu moins demandées ou un peu plus concurrentielles, on va dire. Même si alors je dis pas que le développement n'est pas concurrentiel, mais il y a encore sur le marché beaucoup plus d'offres en fait, enfin de demandes que d'offres. Surtout si vous êtes bon en fait, voilà, et que vous avez un minimum d'expérience. Voilà. On passe à la suite. Alors, il y a un autre domaine dont je voulais vous parler, c'est l'achat-revente de produits d'occasion. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs business à lancer en 2025. Et donc notamment, je parle notamment par exemple de Vinted. C'est sûr que vous connaissez, j'imagine.
Potentiellement, votre mère, votre sœur, votre cousine achète des produits sur Vinted ou même met en vente des produits sur Vinted. On en connaît tous hein, maintenant. Maintenant, on voit des lockers dans les villes où vous pouvez récupérer des colis sur Vinted. Donc là, c'est vraiment tendance en ce moment. Et je parle pas que d'événements. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez faire de l'achat-revente de produits d'occasion, notamment dans le secteur automobile, par exemple. Je sais que c'est un secteur très porteur pour ça. Vous allez acheter des voitures sur des ventes aux enchères, par exemple, et vous allez les revendre plus cher. Donc des fois, c'est juste quelques pièces à changer. Des fois, il n'y a pas de pièces à changer. Voilà, Bon, après, il faut faire attention aux vices cachés, mais dans l'ensemble, ça peut être un secteur très lucratif. Donc voilà, ça peut être de l'achat-revente d'objets de collection, ça peut être l'achat-revente de produits de luxe, ça peut être l'achat-revente de plein de produits finalement différents. Tant qu'ils sont d'occasion, voilà, ça peut être ça. Alors pourquoi l'achat-revente de produits d'occasion? C'est que dans les avantages, en fait, il y a vraiment une demande croissante pour l'économie circulaire. C'est vraiment tendance en ce moment. On est dans l'anti-gaspi, on est dans l'écologie, on est dans l'optimisation des ressources et donc on est dans la seconde main, on est dans l'occasion. Et en plus de ça, bien évidemment, il y a un intérêt économique avec la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. Eh bien, les consommateurs vont rechercher des prix intéressants et l'occasion propose des prix intéressants. Et donc, c'est pour ça que vous avez clairement une opportunité à aller chercher là-dedans. Surtout qu'il y a clairement peu de risques si vous maîtrisez bien les prix d'achat, les prix de revente. Donc en gros, que vous maîtrisez parfaitement votre marché. Donc c'est pour ça que là, on en vient à l'inconvénient. C'est que pour réussir dans ce domaine-là, il faut vraiment que vous connaissiez parfaitement le marché dans lequel vous évoluez. C'est-à-dire que vous devez connaître par cœur les tendances de marché et idéalement depuis plusieurs années. C'est-à-dire que des fois, il y a des cycles de marché, donc des produits qui vont revenir et des produits qui deviennent has-been en fin de cycle. Ou, voilà, vous avez des cycles de marché et donc ces cycles-là, idéalement, connaissez-les. Vous avez des marques au sein des marchés qui vont avoir plus de valeur. Par exemple, dans le vêtement, je sais que vous allez avoir des marques comme Lacoste, comme Tommy Hilfiger que je porte ici. Vous allez avoir des marques comme Ralph Lauren. Ça, en fait, c'est des marques qui vont toujours se vendre. The North Face, etc. Enfin voilà, vous allez avoir plein de marques qui vont toujours trouver du public. Dans l'automobile, vous allez avoir des marques également qui se vendent plus. Voilà, donc vous allez avoir des prix de marché également. Donc il faut vraiment que vous connaissiez les prix. En fait, dès que vous allez bien acheter, bien, vous allez bien pouvoir revendre. Alors après, par contre, justement, pour bien connaître ce marché, ça va vous nécessiter énormément de temps pour dénicher et négocier les meilleurs produits une fois que vous avez bien connaissance du marché. Donc maintenant, je sais que vous avez des logiciels qui peuvent vous aider à traquer les dernières sorties, notamment sur Vinted ou sur d'autres sites, sur d'autres industries comme l'automobile ou autre. Également, il faut bien penser également au stock physique parfois encombrant, hein. Si vous achetez des vêtements en gros pour les revendre sur Vinted ou des voitures ou d'autres produits physiques, il va falloir les stocker à un moment si vous voulez faire de ce business-là quelque chose de sérieux. Vous n'allez pas pouvoir fonctionner en flux tendu tout le temps. Donc à un moment, il va falloir stocker tout ça. Et donc ça, il faut le prendre en compte également dans les inconvénients de ce business. Au niveau de la difficulté pour commencer, je l'ai mise à 5 sur 10. Donc c'est pas un business qui est facile. C'est-à-dire que ça va vous demander vraiment une expertise de marché. Et c'est pas non plus super compliqué dans le sens où vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous pouvez, une fois que votre marché est super bien maîtrisé, vous pouvez démarrer à peu près sans risque, on va dire. Parce que tout ce que vous allez acheter, au pire des cas, vous ferez break-even, mais vous n'allez jamais être en perte sèche, sauf si par exemple dans l'automobile, vous êtes fait arnaquer, vous avez acheté une mauvaise voiture, mais si vous vous lancez là-dedans, il faut que vous ayez un minimum de maîtrise de ce que vous achetez, bien évidemment. Donc voilà, donc investissement de départ. Donc là, j'ai mis 100 euros, donc ça dépend de l'industrie, mais moi, je me suis basé sur le vêtement.
voilà, à partir de 100 euros, vous pouvez acheter vos premières pièces et commencer à faire de l'achat-revente. Après, si vous partez sur l'automobile ou d'autres industries, là, il va vous falloir un peu plus de capital. Au niveau du potentiel financier de la première année, c'est pareil, je suis resté sur le vêtement, mais on va être entre 5 000 et 50 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous êtes sur les voitures, ça va être plus. Voilà, ça va dépendre de l'industrie, mais voilà. Gardez en tête que l'achat-revente de produits d'occasion peut vraiment être intéressant, pardon, pour lancer un business en 2025. On passe à la suite. Alors là, on a le business de l'agence digitale. Donc, le business de l'agence digitale, c'est vraiment un business qui a le vent en poupe depuis de nombreuses années et qui se renouvelle régulièrement dans les tendances, on va dire. Donc là, en ce moment, on est sur les agences de créatrices de contenu pour adultes. J'imagine que vous avez vu passer toutes ces choses-là. Mais voilà, il y a quelques années, on était plus sur des tendances et enfin les tendances de fond, on est sur notamment des agences dédiées au SEO, des agences dédiées aux publicités payantes en ligne, des agences de communication ou encore des agences de développement web qui vont vous développer des sites internet sur mesure ou des applications mobiles. Voilà, ça c'est vraiment les agences classiques, les agences digitales classiques. Les avantages de ce business-là, ça va être vraiment les revenus récurrents avec vos clients réguliers. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une base de clients réguliers, vous allez avoir des revenus récurrents très importants. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, vous allez avoir une stabilité incroyable. Vous allez également avoir la possibilité de générer des revenus rapidement. C'est-à-dire que quand vous lancez une agence, finalement, comme vous vendez du service, eh bien, ça va être très rapide. C'est-à-dire qu'à la différence d'un produit où là, vous allez devoir tâtonner avec votre marché, il va falloir que votre produit il soit parfaitement adéquat avec ce que recherchent les gens et il soit parfaitement, voilà, il faut qu'il réponde parfaitement. Ce qui est bien, c'est qu'avec le service, vous allez pouvoir vous adapter à chaque instant. Et donc, vous allez avoir une flexibilité d'offre qui est juste incroyable. Et donc, cette flexibilité-là, offre en fait la possibilité de générer des revenus rapidement parce qu'en fait vous allez pouvoir vous adapter totalement aux demandes du marché, aux demandes de ce que veulent vos clients en termes de services. Et donc c'est pour ça que en termes de lancement vis-à-vis du marché, l'agence digitale c'est un des meilleurs, c'est un des plus simples en fait. Euh, En termes de lancement. Après sur la gestion c'est une autre histoire. C'est-à-dire que ce business-là, il est non scalable sans un gros effort de recrutement et de gestion. C'est-à-dire que pour continuer à faire croître votre chiffre d'affaires et de manière forte, il va vous falloir un recrutement en béton parce qu'en fait, toute votre agence dépend uniquement des services que vous allez fournir à vos clients. Et donc, ces services-là, si vous souhaitez déléguer, ils vont être rendus par vos collaborateurs. Et donc, il faut que vos collaborateurs soient épanouis dans votre boîte parce que sinon, ils vont aller partir ailleurs. Et donc, ça va vous coûter du temps de formation pour accueillir les nouveaux collaborateurs. Ça va vous coûter voilà, du temps aussi en lien avec les projets qui sont en cours, parce que du coup, le nouveau collaborateur va devoir reprendre les sujets qui sont en cours. Enfin, en fait, vous allez potentiellement vous retrouver dans un enfer RH de ressources humaines. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est vraiment un business qui dépend fortement du facteur humain en termes de temps et de compétences. Donc oui, ça c'était le sujet que je voulais ajouter, c'est qu'en termes de compétences, en fait, vous allez vous battre finalement avec les autres agences pour avoir les meilleurs talents, pour avoir les meilleures personnes, pour avoir les meilleurs collaborateurs, pour rendre les meilleurs services finalement à vos clients. Et donc en fait, vous allez... en fait, le business d'agence, c'est un business de compétences, c'est un business d'humain, et donc vous allez vous battre avec les autres agences pour avoir les meilleures personnes dans votre boîte. Voilà, mais si vous réussissez ce challenge-là de réunir les meilleures personnes, eh bien vous allez pouvoir faire croître votre boîte. Sachant qu'également, je rajouterai un dernier point, c'est que généralement les meilleurs éléments de votre boîte, si vraiment ils se distinguent des autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont potentiellement créer leur propre boîte. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans le milieu des agences, c'est que finalement le meilleur talent que vous avez au sein de votre entreprise va quitter votre entreprise pour créer sa propre boîte et donc finalement il va être votre concurrent.
Voilà, et il va potentiellement récupérer certains de vos clients. Sauf si vous avez fait des clauses, etc. Mais ça peut arriver. Au niveau de la difficulté pour commencer, on est sur du 6 sur 10. C'est pas simple et c'est pas extrêmement compliqué non plus. Je mets 6 parce que il y a vraiment un critère humain qui rentre en compte et l'humain, c'est vraiment la chose la plus complexe en business. Donc, force à tous ceux qui ont des agences. Et voilà. Au niveau de l'investissement de départ, on est sur du 500 euros. Voilà, vous n'allez pas avoir beaucoup d'investissement à faire au départ. Et au niveau du potentiel financier de la première année, vous pouvez viser voilà, entre 20 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. En vous débrouillant bien, c'est largement atteignable. On passe à la suite. Ok, donc il y a un business dont personne ne parle. Enfin, en tout cas, en France, c'est un business qui est très sous-coté, je trouve, et qui est très développé aux États-Unis. C'est le business de la newsletter payante. Donc là, encore une fois, ça va être en lien avec la création de contenu. Et donc, en fait, tout simplement, ça va être ce business-là, ça va être tout simplement le fait de créer en fait une base d'email, une base d'abonnés en fait, et donc qui vont payer pour accéder à vos emails. Alors, l'énorme avantage de ce système-là, c'est que vous allez avoir des revenus récurrents. Et vous allez également avoir peu de frais fixes. Ça va être surtout des frais variables liés aux commissions que vont prendre les plateformes sur lesquelles vous allez envoyer vos mails. Mais voilà, vous allez avoir des revenus récurrents liés à vos abonnements. Au niveau des inconvénients, c'est que ça va être vraiment difficile d'attirer une audience payante au début. Après, plus vous allez avoir d'audience et plus finalement, et après si vos emails sont de qualité et si vous délivrez vraiment de la valeur, il va avoir du bouche à oreille, il va avoir un effet boule de neige qui va se mettre en place, mais au début, faire en sorte que des gens payent pour accéder à des emails, ça va pas être facile. Mais si vous vous spécialisez sur des sujets très spécifiques et qui sont en très forte demande, comme par exemple en ce moment l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir des gens qui payent pour accéder à vos emails parce qu'ils vont accéder à des insights de marché. Ils vont accéder à des ressources que vous allez leur transmettre. Ils vont accéder potentiellement à des vidéos exclusives par mail. Ils vont accéder à plein de choses que vous allez leur proposer sur un sujet qui les intéresse et donc ils seront prêts à payer pour ça. L'autre inconvénient, c'est que ça nécessite de produire du contenu régulièrement. C'est-à-dire que vous allez devoir dédoubler votre contenu. Vous allez avoir le contenu qui va mettre en avant votre newsletter payante, donc qui va faire en sorte de construire une audience pour vendre cette newsletter-là. Et vous allez avoir le contenu de la newsletter. Mais c'est largement possible. En fait, c'est vraiment un business qui est adapté aux personnes qui adorent écrire. Si vous aimez vraiment écrire, vous allez vraiment aimer le business de la newsletter payante parce que vous allez écrire pour vendre votre newsletter et vous allez écrire au sein de votre newsletter pour que les gens continuent, vos abonnés continuent d'être abonnés tout simplement et continuent de profiter de toute votre valeur. Au niveau des outils que vous pouvez utiliser pour ça, vous avez trois outils qui sont vraiment connus. Vous avez Substack, vous avez Beehive et vous avez Ghost. Donc je vous invite à aller les regarder. Ils ont différents systèmes. Au niveau de la difficulté pour commencer, j'ai mis à 6 sur 10. Pour moi, c'est pas simple. Dans le sens où voilà, ça va être vraiment difficile d'attirer une audience payante. Mais dès que vous allez commencer à avoir vos premiers abonnés, un effet boule de neige va se mettre en place et vous allez pouvoir vraiment avoir une newsletter qui s'impose sur votre domaine d'expertise. Et après, c'est pas non plus extrêmement compliqué dans le sens où si vraiment vous êtes focus à 400 000% sur le fait de délivrer de la valeur dans vos mails, il y aura des gens qui seront prêts à payer et après, il faut bien mettre en avant, bien évidemment, votre newsletter. Mais si vous remplissez ces deux critères-là, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent avec la newsletter. Au niveau de l'investissement de départ, ça c'est énorme, c'est que c'est 0 euros. Concrètement, c'est uniquement votre temps, donc du temps de rédaction et du temps de recherche. Donc il n'est pas négligé bien évidemment, mais en termes d'investissement financier, vous n'avez pas beaucoup d'investissement, enfin vous n'avez rien à investir, donc ça c'est vraiment super bien sur ce business model. Au niveau du potentiel financier sur la première année, on va être entre 5 000 et 50 000 euros en fonction en fonction du nombre d'abonnés que vous allez réussir à obtenir et en fonction de l'audience et que vous allez réussir à monter avec vos contenus qui vont mettre en avant votre newsletter et en fonction du prix de votre newsletter.
C'est-à-dire que vous allez avoir des newsletters qui sont vendus à 10 $ par mois, 10 € par mois, et vous allez avoir des newsletters qui vont être vendus à 50 à 100 € par mois. Donc vous n'allez pas du tout avoir les mêmes publics et les mêmes revenus en conséquence suite à ça. Voilà, on passe au prochain business. Donc l'avant-dernier business dont je voulais vous parler, c'est le SaaS ultra niche. Donc le SaaS, je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc c'est Software as a Service. Donc c'est tout simplement un logiciel. Donc généralement c'est des logiciels B2B donc qui vont s'adresser aux entreprises. Et donc c'est un business model en fait qui est ultra scalable avec des revenus récurrents. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste des lignes, enfin c'est juste entre guillemets, hein, mais c'est des lignes de code. Donc ces lignes de code là sont assez compliquées à mettre en place et c'est pour ça qu'on va venir aux inconvénients après. Mais c'est des lignes de code et ces lignes de code là vont vous permettre d'avoir des revenus récurrents. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez répondre à un besoin très précis du marché et que les gens s'abonnent à votre logiciel pour répondre à ce besoin-là, pour répondre à cette problématique-là, eh bien, généralement, ils vont plus vous quitter, mis à part si vous les décevez très fortement ou s'ils trouvent qu'il y a un concurrent, un de vos concurrents qui fait encore un meilleur logiciel pour répondre aux mêmes besoins. Mais dans l'ensemble, une fois que vous avez trouvé une niche à laquelle une niche dans laquelle vous répondez à un vrai besoin, en fait, vous commencez à faire beaucoup de revenus. Et donc, ça peut vous rendre très, très riche dans le sens où c'est des business, comme ils sont ultra scalables, et en fait, c'est des business qui intéressent énormément les investisseurs parce qu'en fait, ils peuvent avoir des retours sur investissement qui sont hyper intéressants. Donc, en revendant une partie du capital de votre entreprise à ces investisseurs-là, ou en faisant des levées de fonds pour ensuite viser une revente globale, vous pouvez devenir très, très riche via les parts de votre entreprise liées à votre logiciel. Les inconvénients en fait de ce business-là, c'est que ça va être très exigeant en termes de développement technique. Donc que vous partiez sur du no-code ou sur du code directement, dans tous les cas, il va falloir que vous vous impliquiez, vous ou un de vos associés, sur la partie technique. Donc vous pouvez également, si vous ne savez pas coder, trouver un associé technique. Mais donc ça pareil, c'est un défi. Parce qu'il va falloir convaincre une personne que vous connaissez ou non de vous suivre dans votre aventure de logiciel. Donc c'est largement faisable, hein, mais ça reste un travail. Et également sur ce business-là, il y a un risque élevé si le produit ne trouve pas son marché. Et donc ça arrive très très souvent. C'est-à-dire que vous allez passer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire pour certains plusieurs années, et je ne vous recommande pas du tout de faire ça. Je vous recommande de passer plusieurs semaines pour votre MVP, donc Minimum Viable Product, la première version de votre produit. Plusieurs semaines, voire 1 à 2 mois grand maximum, mais on va rester sur un mois et viser un mois pour le développement de votre MVP. Et il y a un risque très élevé que le produit ne trouve pas son marché. Et ça fait partie des statistiques d'échecs de start-up en fait. Ne pas trouver son product market fit, donc l'adéquation entre le produit et son marché, en fait ça fait partie du top 3 des raisons pour lesquelles les startups échouent. Donc il y a un vrai risque et donc il faut vous préparer à ça dans le cas où vous partez sur ce business model là. En fait, franchement le SaaS c'est tout ce qui est logiciel, donc application mobile également, c'est du sport extrême, c'est vraiment fait pour les gens qui sont très très ambitieux, qui n'ont pas froid aux yeux. Et voilà, c'est pour ça que sur la difficulté pour commencer, je le note à 9 sur 10. Pour moi, c'est vraiment le plus dangereux, le plus difficile. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui parlent de Ligue des champions de l'entrepreneuriat parce que là, on est vraiment dans le très très high level. C'est hyper concurrentiel, c'est hyper dur, ça demande énormément de ressources. Et donc, l'investissement de départ, on est entre 5 000 et 50 000 euros. Tout va dépendre de comment vous allez faire les choses. Il y a plein de façons de faire, mais on va être sur ces ordres-là de démarrage et sur le retour sur investissement sur la première année, tout va dépendre de à quel point vous allez trouver un produit market fit. Des fois, ça va prendre du temps, des fois, ça va être très rapide et donc on peut avoir des logiciels qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur leur première année. Ça existe, c'est totalement possible. Mais ça reste minoritaire par rapport à l'ensemble des logiciels qui sont créés, malheureusement.
Au niveau des exemples de SaaS qui ont très bien marché et que vous connaissez peut-être, on a Canva qui a été créé il y a quelques années et dont la fondatrice en fait disait qu'elle trouvait que Photoshop c'était trop compliqué et donc elle voulait créer un SaaS qui permettait à chacun de pouvoir designer différents éléments en fait de manière beaucoup plus simple que sur Photoshop et donc ça a cartonné. On a Calendly qui a simplifié la prise de rendez-vous ou encore on a Buffer qui permet de planifier ses posts sur les réseaux sociaux et voilà, tout ça c'est des SaaS qui ont cartonné et en fait une fois que vous cartonnez avec votre SaaS, vous pouvez devenir très très riche et généralement c'est ce qui se passe. Il n'est pas rare de voir des fondateurs de SaaS qui ont réussi, qui deviennent multimillionnaires, voire si vraiment, vraiment vous êtes dans l'exception la plus pure et dure, milliardaires. Ça existe, en tout cas sur le papier. Voilà. On passe tout de suite au dernier business. Donc le dernier business, c'est bien évidemment le dropshipping et l'e-commerce. Donc comme vous le savez, moi je suis créateur de contenu sur l'e-commerce et le dropshipping en priorité parce que moi j'en vis et c'est ce sur quoi je travaille au quotidien. Donc après bien évidemment, comme je vous l'ai dit également, j'ai d'autres business. Donc je fais également de la tech. Donc c'est pour ça que je connais très bien tout ce qui est SaaS, application mobile. Moi en fait je fais un mix de e-commerce et tech. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le domaine incontournable également, le dropshipping et l'e-commerce, surtout pour les débutants, c'est hyper intéressant. Pourquoi c'est hyper intéressant? C'est que ça peut être très rentable rapidement. Ça peut être très rentable rapidement dans le sens où si vous mettez les bonnes choses en place et que vous trouvez, comme pour le SaaS, un bon product market fit, et bien là, vous allez pouvoir être très rentable rapidement. L'autre avantage, c'est que c'est anonyme et scalable, c'est-à-dire que en fait, vous n'allez pas avoir besoin, comme la création de contenu, de vous mettre en avant pour vendre vos produits. Et donc ça, c'est un avantage non négligeable. Et c'est scalable parce que, tout simplement, si vous trouvez un marché qui souhaite acheter votre produit, eh bien, vous allez pouvoir vendre en très grande quantité en, en- en augmentant les budgets sur vos publicités, en envoyant des emails, en mettant en place un programme d'affiliation, en mettant tout un tas de marketing. Après, bien évidemment, il faut qu'au niveau de la logistique, ça suive, mais en tout cas, vous allez pouvoir mettre en place un système qui est scalable. Vous vendez du produit, vous ne vendez pas du service, et donc dès que vous vendez un produit, vous allez avoir moyen, dans la très grande majorité des cas, vous allez avoir moyen de mettre en place un système qui est scalable, et donc ça, c'est génial. Également, pour commencer, vous n'allez pas avoir besoin d'équipe. Donc, vous pouvez commencer tout seul le dropshipping, c'est totalement possible. Alors, moi, j'ai commencé avec plusieurs associés. Ça, c'est à vous de voir si dans votre entourage, vous avez des gens qui souhaitent se lancer également, qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça, c'est comment trouver un cofondateur, finalement, un associé. Mais vous pouvez totalement vous lancer seul. Alors, ça va être un peu plus dur dans le sens où vous n'allez pas avoir quelqu'un au quotidien qui va vous soutenir dans les coups durs, parce que vous allez en avoir, ça c'est sûr, ça c'est le business, vous ne pourrez pas y échapper. Mais également, voilà, même dans les moments joyeux, vous allez être tout seul également. Donc après, ça dépend, c'est pas adapté à tout le monde. Il y en a qui ont un profil loup solitaire et à qui ça va parfaitement convenir. Mais voilà. Dans tous les cas, vous pouvez totalement vous lancer seul, c'est totalement possible. Et également, vous allez avoir la possibilité de créer une marque sur le long terme. Donc ça, de toute façon, c'est l'évolution naturelle du dropshipping. Comme je l'ai mis dans un commentaire sous une de mes vidéos, en fait, le chemin classique de quelqu'un qui se lance, d'un débutant qui se lance, ça va être de commencer avec du dropshipping sans stock, donc directement du fournisseur, donc généralement qui est chinois, ça peut être un fournisseur européen également, hein, c'est totalement possible, mais dropshipping sans stock d'un fournisseur chinois. Ensuite, après, le parcours classique, c'est que vous allez avoir du stock qui est en Chine, donc c'est pas du stock qui va être en Europe, ni chez vous, ni dans un entrepôt, c'est du stock en Chine. Ensuite, vous allez avoir donc du stock, en fait, vous allez rapatrier du stock brandé en Europe, donc que ce soit dans des fulfillment centers ou que ce soit chez vous.
Et après, vous pourrez avoir potentiellement vos propres entrepôts si jamais vraiment ça cartonne. Donc voilà, ça c'est un parcours classique, on va dire. Mais sur le long terme, vous allez avoir la possibilité de créer une marque. Vous pouvez même le faire dès le départ. Moi, au débutant, je ne le recommande pas du tout, s'il y a beaucoup trop de risques. Mais pour quelqu'un de confirmé, il peut créer une marque directement. Au niveau des inconvénients du dropshipping e-commerce, vraiment l'inconvénient énorme, c'est que y a un vrai besoin de se former au départ. Il y a plein de compétences à acquérir. Donc, ce n'est pas des compétences qui sont super difficiles à acquérir, mais il y a besoin de les acquérir quand même si vous voulez avoir des résultats qui sont à la hauteur de vos attentes. Et donc, j'en ai parlé dans une autre vidéo de toutes les compétences que vous allez devoir acquérir, mais notamment, on peut mettre dedans le marketing digital, donc comment faire des publicités, du web design, donc comment faire une belle boutique Shopify, des compétences en produits et logistique, donc faire en sorte de sélectionner des bons produits, avoir les bons fournisseurs, avoir une bonne logistique, donc faire en sorte que vos produits arrivent à temps. Et voilà, donc ça c'est la base. Après, j'en ai oublié bien évidemment, je pense, mais ça en tout cas, c'est les principaux. Euh, du service client, voilà également. Mais voilà, il y a tout un tas de compétences, tout un panel de compétences que vous allez devoir maîtriser pour vraiment avoir des bons résultats. Mais en tout cas, en tant que débutant, c'est totalement accessible. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être, entre guillemets, Einstein pour savoir gérer un service client. Ça demande voilà, quelques process, bien évidemment, comme tout métier. Mais voilà, euh, c'est totalement accessible. Et idem pour le marketing digital, idem pour le web design, etc. etc. L'un des autres inconvénients, c'est qu'il y a une forte compétition. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le dropshipping, le e-commerce. Donc, c'est pas simple, mais de toute façon, il n'y a aucun business qui est simple. Ça va demander de vous démarquer de la concurrence. Ça va vous demander d'être meilleur que la concurrence. Ça va vous demander d'être innovant dans votre marché, ça va vous demander voilà, de faire les choses de façon professionnelle, on va dire. Au niveau des exemples de marques qui ont percé et qui sont grand public, on va dire que sur lesquelles vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations, c'est pour ça que je vous les ai mises et j'ai pas mis d'autres marques qui sont un peu moins connues parce qu'il y aura beaucoup moins d'informations. Mais on a notamment Gymshark sur laquelle j'ai fait une vidéo, on a Zioudi, vous allez vous trouver beaucoup d'informations dessus. On a Icon Amsterdam sur laquelle j'ai fait une vidéo. Donc voilà, c'est totalement possible de dégager de très gros revenus avec le e-commerce, le dropshipping. Il faut bien faire les choses, bien évidemment, mais voilà. Au niveau de la difficulté, pour commencer, je mets à 5 sur 10 parce que c'est pas du tout super compliqué et c'est pas du tout facile, super facile non plus. C'est vraiment l'entre-deux, le ventre mou, on va dire. Euh, Au niveau de l'investissement de départ, on va être sur du 500 euros. Comme je vous l'ai mis dans une autre vidéo consacrée à combien d'argent il vous faut pour débuter en dropshipping. Donc 500 euros, voilà, ça fait partie du minimum si vous souhaitez lancer des pubs et ça compte pas le budget de formation pour vous former. Mais si vous souhaitez vous lancer directement en mode gros bourrin, voilà, on est sur du 500 euros avec des pubs minimum. Au niveau du potentiel financier, la première année, ça va être entre 50 000 et 300 000 euros en fonction de comment vous allez gérer, en fonction de votre niveau, en fonction de plein de choses. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais c'est des chiffres qui sont totalement accessibles. Donc là, c'est du chiffre d'affaires, mais c'est des chiffres qui sont totalement accessibles pour une première année en dropshipping. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, je rappelle que vous trouverez en description, si vous souhaitez en savoir plus sur comment moi je fais du e-commerce, du dropshipping. Vous pouvez trouver en description mon canal Telegram 100% gratuit. Donc, rejoignez-le. Je vais vous partager plein de valeurs dedans chaque semaine. Donc, je vais essayer de tenir le rythme, mais normalement, ça va le faire. Là, j'ai prévu tout un plan pour tenir. Donc, il n'y aura pas de souci. Également, vous trouverez la waitlist de ma formation qui sortira courant 2025. Donc, je n'ai pas encore la date précise, mais vous retrouvez la waitlist de ma formation dans la description également. Et si vous souhaitez d'ores et déjà créer une boutique Shopify, vous avez le lien de l'offre Shopify qui est dans la description également. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer également un message privé sur Instagram si vous avez des questions ou laissez-moi un commentaire sous la vidéo, likez la vidéo, ça fera toujours plaisir et j'espère que voilà, vous aurez aimé la vidéo.
Elle sera un peu longue, je pense, mais bon, je préfère être plus dans le détail plutôt que être trop succinct. Donc voilà. Merci à vous. Force à vous pour vos projets. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur les différents business. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'était Néo. Salut!